Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire des cahiers pédagogiques, du numéro cahier pédagogique qui vient de sortir fraîchement, qui s'intitule Apprendre par le corps. Bienvenue à tout le monde. Cela fait déjà plus de 10 ans que nous avons déjà traité en fait cette problématique de l'apprentissage par le corps ou du corps à l'école. Et nous voilà à la remettre aujourd'hui sur la table au sein de ce cahier et nous aurons l'occasion durant cette soirée de discuter des différentes problématiques autour de ce que ça fait en fait le corps à l'école et comment en fait on travaille avec le corps, la corporéité à l'école. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que vous êtes là à un webinaire des cahiers pédagogiques, qui est une association pédagogique, et vous pouvez suivre les travaux de cette association autant dans les cahiers, les petits cahiers, les plus grands cahiers, comme celui-ci, apprendre celui-ci que j'ai dans les mains, apprendre par le corps. Et notre association s'occupe aussi de ces webinaires, des rencontres, des entretiens avec des professionnels et de leur manière, en fait, d'avoir une éducation, hein, comme on dit dans les cahiers, changer l'école pour changer la société pour changer l'école. Je suis dans la tâche d'animer ce webinaire de ce soir. Je m'appelle Andrea Capitanescu-Benetti. Je suis formatrice à l'enseignement à l'Université de Genève et chercheuse dans l'équipe LIFE. À ça, je te présente, c'est notre collègue Assa Gori qui va s'occuper du chat durant le webinaire. Si tu peux nous dire quelques mots. Bonjour à tous, je m'appelle Assagori, je suis enseignante de SVT dans l'Académie de Lyon. Et effectivement, n'hésitez pas à réagir, poser vos questions dans le chat. Je me ferai le relais de ce que vous dites auprès des participants invités à ce webinaire. À tout à l'heure sur le chat. Nos invités de ce soir, Mélanie Horvitz, qui a coordonné ce dossier Apprendre par le corps des cahiers pédagogiques avec Evelyne Clavier. Ensuite, on aura le plaisir de travailler aussi avec Sylvain Connac, qui a été le super délégué dans notre organisation, lecteur très intéressé de ce cahier, mais intéressé bien évidemment autour de la problématique du corps à l'école ainsi que les deux collègues qui ont fortement contribué dans ce numéro, Jean-Michel Pérez, professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lorraine, ainsi que Nathalie Mangeard-Bloch, conseillère pédagogique de la circonscription de 10e arrondissement à Paris. Je donne la parole tout d'abord à la coordinatrice de ce cahier, Mélanie Horvitz. Si tu peux te présenter et nous dire en quelques mots pourquoi finalement avoir choisi de travailler sur ce sujet de corps à l'école. Bonjour, je suis Mélanie Horvitz, je suis formatrice à l'INSPE de Créteil, essentiellement en lettres dans le second degré, mais finalement je vais aussi dans les classes et je forme aussi au premier degré. Ce qui nous a amené à proposer ce sujet au cahier, c'est que avec Evelyne, on voit pas mal de pratiques dans les classes innovantes et stimulantes, mais quand même, notre école, elle reste dominée par l'image d'Épinal, d'élèves en autobus qui se tiennent droit, qui bougent pas. Voilà, qui n'ont pas le droit de bouger. On est héritier d'un système philosophique finalement qui sépare le corps et l'esprit. Et du coup, nous, on voulait, c'est pas seulement nous, hein, c'est la recherche, c'est les constats empiriques qui montrent que finalement, le corps a une dimension de vecteur d'apprentissage aussi. Alors, pas seulement finalement parce que bouger, ce serait se défouler et du coup, on apprendrait mieux, parce que bon, ça, c'est un petit peu la première idée qui vient, mais aussi parce que finalement, sentir, expérimenter, manipuler, changer de position vont permettre de conceptualiser, de penser différemment, d'abstraire et finalement de comprendre dans ce sens de mouvement, hein, prendre avec soi, il y a un mouvement qui nous semblait vraiment important de réhabiliter, de réaffirmer, parce qu'il y a plein de pratiques dans les classes, mais
ça continue à faire peur et à apparaître un petit peu peut-être comme des difficultés pour les profs. Alors, des difficultés, bien sûr, il y en a et je pense que ce numéro des cahiers essaye d'enlever un certain nombre, par exemple, des difficultés matérielles, c'est vrai, de comment on s'organise dans l'espace, dans le temps, avec ce bruit, cette liberté qui fait un peu peur. On pourrait penser aussi à une réticence un peu déontologique parce que finalement, distinguer les corps, est-ce que ce ne serait pas aussi rompre l'illusion égalitaire de notre système? Euh, mais c'est là que finalement la dimension inclusive de cette question de la place du corps à l'école apparaît comme vraiment importante et vraiment Evelyne Clavier voulait beaucoup insister là-dessus parce que finalement elle réintègre une notion d'équité qui va permettre l'égalité de droit. C'est donner à chacun en fait selon ses besoins à un moment donné. Et donc, ben, on a conçu ces cahiers autour de cette problématique en essayant d'insister sur cette dimension inclusive et aussi sur la dimension très pragmatique de peut-être pas conseil, mais en tout cas d'inspiration, de pratiques inspirantes, avec pas mal de fiches outils, avec pas mal d'illustrations, voilà, mais aussi des articles qui donnent à penser pour convaincre s'il y avait des réticents euh, que bah, le corps, c'est pas juste bouger, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette présentation de la problématique de ce cahier. C'est vrai que ça dialogue aussi intérieurement avec ce que je connais de la Suisse, hein. C'est depuis Genève que je vous parle. Donc, c'est vrai que cette question du corps à l'école se pose aussi dans nos pratiques de formateurs ou d'enseignants. Voilà, on est vraiment sur les mêmes questionnements. Et il y a même de la vente, de manière de faire. On a un mouvement qui s'appelle Die Schule bewegt, c'est-à-dire l'école bouge. Et tout ça, hein, au service des apprentissages et aussi également des recherches autour de la corporéité, en fait, de l'école, de l'élève au sein vraiment des apprentissages scolaires. Et maintenant, sans transition, je passe la parole à Sylvain Connac qui, en fait, vous a... Il ne faut pas oublier que vous étiez deux hein, aussi à coordonner ce dossier. Evelyne Clavier voilà, qui a coordonné avec toi ce dossier. Sylvain, comment vous êtes pris en fait pour structurer la richesse de toutes ces thématiques autour de ce dossier, de quoi il est composé ce dossier, de quelle partie, et que peut-on trouver à lire d'intéressant? Oui, donc les coordonnatrices, là, ont reçu une cinquantaine d'articles. Alors, toujours dans la culture là, des cahiers pédagogiques, hein, qui sont issus d'enseignants, de formateurs, de formatrices et de chercheurs. Et donc, après, il a fallu faire un choix pour la sélection du dossier papier et des articles qui sont en ligne sur le site de l'association. Et puis après, un choix pour essayer de présenter ça de manière un peu structurée. Donc il y a trois grands chapitres dans le dossier. Il y a un chapitre autour de penser le corps à l'école, un autre sur bouger en classe et un troisième sur incorporer les arts et les disciplines. Alors, celui sur penser le corps à l'école, c'est un petit peu des repères, des explications sur ce qui justifierait le fait de se poser cette question. Par exemple, présenter le corps des élèves comme étant une alternative à la seule considération de leur cerveau. Parce que c'est souvent, Mélanie l'a expliqué tout à l'heure, hein, c'est souvent contre-culture que d'essayer d'associer le corps et l'esprit. Il y a aussi dans cette partie des éléments autour de la lutte contre les violences subies par les corps des élèves à l'école. Et ça permet de réfléchir aux conditions de l'exercice du mouvement dans une classe sans que ça puisse conduire à du désordre ou à suffisamment de parasitage pour arriver à se concentrer. Le deuxième chapitre, là, donc il est intitulé Bouger en classe. Alors là, il y a tout un tas de descriptions, de situations où on voit justement le corps à l'exercice lié à l'apprentissage. Donc, il y a tout un tas d'articles qui reprennent
des vieux principes de l'enseignement mutuel, avec par exemple des classes multitableaux où les élèves peuvent se lever, se déplacer et aller travailler avec d'autres élèves devant ces tableaux. Il y a la présentation d'un certain nombre de techniques. Alors, par exemple, le débat mouvant. Laurent Reynaud explique bien comment ça peut s'organiser dans le cadre d'un cours. Il y a aussi des témoignages sur quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, c'est l'utilisation du matériel de classe flexible. Et tout ça, là, c'est pensé pour essayer d'organiser les conditions à la fois de l'apprentissage, mais du bien-être des élèves dans leur propre corps. Et puis la troisième et dernière partie, c'est incorporer les arts. Donc, il est question des disciplines d'enseignement. Et donc là, il y a un panel assez grand hein, de pratiques différentes. Donc la danse, plusieurs articles, l'éducation physique et sportive, bien évidemment, le cirque, la musique, le théâtre et même les sciences. Avec des articles. Alors il y a un article dans le dossier, il y a un autre article sur le site autour du planétaire, voilà, du planétaire humain. Voilà. Ben, merci beaucoup, Sylvain Cronac, pour cette présentation. Et ce que tu dis bien aussi, c'est qu'on peut aussi découvrir des mises en bouche d'articles sur le site des cahiers pédagogiques qui nous font en fait aller encore plus loin, aller vraiment acheter l'abonnement au cahier, aller découvrir les cahiers. Mais vous aviez aussi une petite partie très intéressante qui recoupe bien des préoccupations des enseignants, sortir de la classe. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, sur les pratiques de classe, là, c'est voilà, il suffit pas de dire aux élèves allez-y bouger pour que ça puisse être résolu, hein, ces histoires-là. Hein. Il y a une double difficulté auxquelles des enseignants peuvent être confrontés là, dès lors qu'on introduit cette consigne-là. La première, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler autour de la gestion du groupe et qu'il n'y ait pas trop de problèmes de discipline, de manière à ce que la classe reste à la fois un espace hors menace et un espace de calme qui permet la concentration. Donc ça, on le voit, par exemple, ce sont des éléments qui font l'objet d'une éducation et d'un entraînement progressif et long en pédagogie Montessori, par exemple, où des enfants peuvent, enfin, même sont encouragés à se déplacer pour aller chercher le matériel, mais tout ça se fait sans que ce soit le désordre, la pagaille, même en termes de volume sonore dans la classe. Mm. Et puis la deuxième difficulté, là, qui est bien illustrée dans plusieurs articles du dossier, c'est bien beau d'autoriser des élèves à se déplacer, mais est-ce que ça va les aider à apprendre quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dans des dynamiques de progrès et de développement cognitif? Et là, voilà, donc là, ça soulève d'autres questions qui ne sont pas de l'ordre du climat scolaire, de l'autorité, de la discipline, de la gestion du groupe, mais plutôt du rapport au savoir et du rapport aux apprentissages. Merci beaucoup. Alors, sans transition, on rentre dans les articles du dossier. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Pérez. La parole est à vous parce que vous avez écrit un article qui, voilà, qui nous intrigue un petit peu sur la microviolence sur le corps. Bien, bonsoir à toutes et tous. Avant de commencer, je tiens à exprimer de toute façon ma profonde gratitude envers les organisateurs de ce webinaire, en particulier Andrea, bien sûr, hein, mais toute l'équipe, hein, parce que vous êtes Nous nombreux, sommes une équipe, hein, tu as bien vu. oui, et de toute l'équipe hein, derrière qui ont rendu possible cet événement. Et puis, bien sûr, bon, Evelyne n'est pas là, mais Mélanie l'est, pour m'avoir sollicité et pour m'avoir tenu pour que je puisse rendre dans les délais ce travail. Donc, merci à tous et à toutes pour cela. Et puis, c'est un article que j'ai écrit, oui, mais il faut remercier, puisque nous sommes trois à l'avoir écrit, Géraldine Suot, maîtresse de conférence HDR à l'Université de Lorraine, et Laurent Muller, donc maître de conférence au laboratoire psychologie interpsy de l'UL. Et leurs apports ont été précieux dans la réalisation de cet article parce que il aborde une question qui est difficile, qui est peu travaillée dans le système universitaire et scolaire, et somme toute, qui s'intéresse à la capacité finalement des enfants comme des enseignants à développer leur agentivité au sein de la structure scolaire.
Alors, et c'est donc pas une question qui est seulement travaillée par moi, mais travaillée par plusieurs personnes, hein. Il y a une contradiction majeure dans le système scolaire. L'école de la République, on est dans des approches systémiques et pas dans des rapprochements d'enseignants à enseigner, bien que la responsabilité des enseignants, bien sûr, est engagée. L'école de la République se présente comme un lieu de bienveillance et de confiance, mais dans les faits, et en France en particulier, mais dans toute la francophonie en général, et si je parle de la Suisse, c'est plutôt la Suisse francophone dont je vais parler là et pas la Suisse allemande, il y a une confusion qui est entretenue entre l'école, un lieu de savoir, mais c'est aussi l'école qui est un lieu où on apprend à être docile à l'égard du pouvoir de la République. La République, c'est d'abord que ça serve à l'utilité, à la souveraineté nationale. Et il ne vous aura pas échappé que l'enseignant est d'abord un fonctionnaire de l'État, de cet État dont je viens de dire, qui doit viser à la souveraineté nationale avec ses principes. D'autres pays ne font pas ça du tout. Alors, c'est pourquoi l'école, c'est en France le lieu où on apprend à rester assis sur une chaise tout le long de la journée pendant de longues années. C'est un endroit où, d'une certaine manière, on obéit à l'État centralisé, informatif, descendant. C'est un lieu où l'on apprend à se mettre au service de l'utilité nationale. Ce n'est donc pas un endroit où on apprend seulement un savoir. C'est un endroit où on apprend à un certain assujettissement à l'ordre public. Et les microviolences, c'est le terme que nous avons utilisé pour qualifier ces atteintes répétées, ces brutalités qui relèvent de ce rapport structurel et qui développe et qui est produit et reproduit par les enseignants. Elle relève une école qui privilégie donc la conformité au détriment des besoins des élèves et du mouvement, comme si le mouvement n'apprenait pas le corps, sauf dans des endroits marginalisés, comme l'école Montessori, mais ce n'est pas l'école de la norme. Voilà, dans notre article, l'étude critique, c'est simplement, c'est assez simple, hein, c'est qu'on a réalisé à l'INSPE de Lorraine, hein, c'est l'analyse de pratiques enseignantes dans une classe ordinaire. Et juste en regardant la disposition de l'espace dans les interactions qui sont utilisées pour réguler, contraindre les corps, on voit que ça s'opère tout de suite. L'organisation de ces classes, elle est mise en autobus. Les élèves sont alignés face au bureau du professeur qui, lui, en a un seul. Et chaque phase de la leçon est pensée pour minimiser les initiatives personnelles. Le silence et l'immobilité sont la norme implicite. Toute tentative d'exprimer un besoin corporel, se lever, bouger, demander d'aller aux toilettes, est immédiatement corrigée. Ce n'est pas le moment, c'est un rappel à l'ordre. Ça peut être un contrôle physique même, une main sur une épaule, un regard insistant, des gros yeux. Bref, on voit ici tout le véritable paradoxe. L'école prépare les élèves à une société démocratique tout en leur inculquant des réflexes de soumission passive où l'expression corporelle est réprimée au profit de l'obéissance. Alors Michel Foucault nous éclaire sur cette question. L'école, comme d'autres lieux d'institution, fonctionne comme un lieu où la discipline et la docilité des corps est requise, et d'autant plus si elle se fait dans les pratiques pédagogiques dites innovantes. C'est souvent inconscient, mais c'est terriblement efficace. Alors, la conclusion de cet article, c'est de dire que on peut s'interroger sur, et on l'a entendu, jusqu'à quel point nous acceptons, au nom de cette discipline, de limiter la liberté corporelle des enfants. C'est un vrai problème systémique qui remet en cause toute organisation de pensée. Et le contraste, et c'est ma conclusion, avec les autres modèles éducatifs saisissants, notamment à l'enseignement en Allemagne, où l'enfant jusqu'à 10 ans, et c'est compris dans le système scolaire, est libre de se déplacer, est libre d'organiser l'angle de son pouce, et je le montre à l'écran, pour que les maîtres, finalement, l'aident à passer de cet angle à l'épaisseur d'un millimètre, d'abstraire les contraintes. La manipulation prend le corps lui-même comme un objet de travail. Et là, on a des choses assez intéressantes dans le sens où il ne faut pas faire comme les Allemands, puisque nous ne sommes pas dans la même culture. J'ai montré que notre culture était informative et descendante, mais à s'interroger comment on en fait autre chose ou comment on assume le fait que l'école est à la fois un lieu de docilisation des corps et un lieu de savoir. Mais sinon, nous sommes dans des violences qui sont délétères pour l'agentivité tant des élèves et leur devenir que des enseignants pris dans des contradictions tout à fait aberrantes lorsqu'on parle d'une école dite soi-disant inclusive. Voilà dans mon propos. Je crois avoir Merci respecté beaucoup. le temps, je n'ai pas Assa, est-ce Oui, que tu as vu la question qui est tout directement à fait. adressée?
Il y a une question dans le chat qui est tout à fait en lien avec ce qui vient d'être dit. Donc, il y a quelqu'un, un participant qui demande si ces micro-violences peuvent être rapprochées du concept de douce violence développé par Christine Schultz. Et je suis désolée pour la prononciation. Oui, Christiane Schultz, qui commence à travailler dans notre groupe, est effectivement quelqu'un qui, lors de la prime enfance, la crèche, etc., a montré que ce développement du rapport adulte-enfant est extrêmement présent dans notre société française, et c'est la manière même dont on dit les choses. Ouh, tu pues, c'est pas pareil de dire tu pues. Voilà, la gestuelle, le contact, le rapport à l'autre fait en sorte que l'enfant va être soit se sentir isolé, c'est ça peut-être la chose majeure, soit se sentir faisant partie d'une communauté. Et l'isolement est ce qui est provoqué, et Christine Schulz en parle très très bien du point de vue de la petite enfance. Et on aurait à s'inspirer de sa réflexion pour essayer de voir comment, dans un système scolaire intégral comprenant l'université, on peut intégrer ces questions-là. Merci beaucoup. Alors, sans transition, une deuxième contributrice parmi les nombreux et nombreuses contributeurs de ce dossier, Nathalie Mangeard-Bloch, qui nous a écrit quelque chose sur les carnets de danse. Bah, pourquoi des carnets de danse? Danser, ça suffit pas? À toi, Nathalie. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais rapidement me présenter. Je suis Nathalie Mangeard-Bloch, conseillère pédagogique dans le 10e arrondissement de Paris. Et avant d'être conseillère pédagogique, j'ai eu une vie en maternelle où j'étais directrice et enseignante et aussi participante à des stages de formation continue. Et j'ai rencontré, je vais dire rencontré à dessein, la danse contemporaine dans un stage de formation continue qui m'a amené à repenser complètement mon enseignement, à le charpenter très différemment. C'était un univers qui était complètement éloigné de ma pratique et j'ai pu repenser de façon tout à fait globale la place du corps, bien que la maternelle soit normalement connue pour y faire une place. Donc, je vais, avec la danse, à contrario de l'intervention précédente, je vais montrer peut-être comment, au lieu d'être un lieu d'ossilisation, l'école peut offrir aussi un lieu d'émancipation du corps, avec justement aussi des entrées avec une pratique intense de la danse contemporaine. Et l'objet de l'article que j'ai développé dans les cahiers pédagogiques est de montrer comment on peut aussi donner un prolongement, incarner ce travail du corps à travers des carnets et y faire vivre d'autres apprentissages fondamentaux. Alors, ces carnets, je les mettais en place quand j'étais enseignante en classe. Et l'idée était que chaque enfant ait en fil rouge un carnet tout au long de l'année qui concentrait des photos, des dessins, des dictées à l'adulte, des comptes rendus, des images découpées pour raconter ce qui se passait dans ces séances et pour construire quelque part les apprentissages avec une dynamique de distanciation, un espace langagier et une réflexivité, ce qu'on appellerait peut-être maintenant de la métacognition, justement sur comment, qu'est-ce que j'ai fait avec mon corps, comment j'ai appris de nouvelles choses et comment je peux en quelque sorte les formaliser. Alors, ces carnets, c'est aussi un outil de mémoire de ce qui se passe dans le corps. Ça permet d'inscrire ce qui a été traversé, vécu, ressenti dans ces séances dans un temps long, de se repérer dans l'espace et puis de structurer aussi, de raconter. Par exemple, là, il y a eu des images qui sont passées sur la phrase dansée en fait, d'essayer d'aller vers de la chorégraphie
en ordonnant différentes expériences et différents gestes de danse. Là, vous voyez, il y a les étapes de la danse de la plume. On la jette en l'air, on va la souffler dessus, on va se rouler par terre autour de la plume et puis ensuite on va sauter avec et en fait on va ordonner ces différentes actions. C'est aussi un objet qui fait par exemple appel, là, comme sur l'image, euh, à des procédés chorégraphiques qui peuvent parfois s'assimiler à des procédés mathématiques. En danse, on travaille beaucoup sur l'apparition, la disparition, la saturation, l'accumulation. Donc, c'est par exemple ces expériences qui sont vécues avec des expériences de danse en classe peuvent ensuite permettre d'intégrer des concepts mathématiques et de les aborder avec une autre façon, mais on est passé par le corps. Ça peut être la même chose pour, par exemple, travailler sur le vocabulaire. Quand on approche, par exemple, le mot tourner, on va avoir les déclinaisons de ce mot tourner, tournoyer, virevolter. Eh bien, pour saisir ces nuances, quoi de mieux que de les expérimenter et puis ensuite, grâce au carnet, d'inventorier avec l'enfant ce qui s'est passé. Et puis peut-être pour conclure, c'est évidemment un objet transdisciplinaire, un objet de partage, parce que ce carnet, il va aussi dans la famille, il donne une lisibilité du travail et justement comment le corps peut être au service d'apprentissage plus sérieux, hein. Je parle de mon point de vue d'enseignante en maternelle où parfois on sous-estime l'ingénierie qui préside aux initiatives des enseignants. Et bien sûr, un médium de langage. Et puis, c'est un carnet dont l'enfant est le héros, un petit peu, il faut qu'il soit beau, il en soit fier. Et voilà. Et en même temps, un carnet dont il est le héros, mais qui représente un projet fédérateur et collectif. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Ça donne vraiment envie d'aller vous lire au plus près, hein, et mieux comprendre ces représentations que Assa nous a mis sous les yeux. Maintenant, on peut se poser la question, mais un petit peu, vous êtes allé bien plus en détail que ça, au plus près des situations d'enseignement-apprentissage. En extériorité, suffit-il finalement de bouger pour apprendre, pour mémoriser, ou quels sont encore, quelque part, les gestes professionnels qui doivent accompagner ça pour qu'il y ait effectivement un apprentissage, parce qu'on court derrière l'apprentissage tous ensemble, autant de professionnels que nous sommes derrière ces écrans. Donc, suffit-il de sauter sur un pied pour qu'on apprenne mieux la table de multiplication? Alors, effectivement, l'objet du carnet, c'est de prolonger l'expérience en faisant un objet de mémoire, un objet de langage et d'explicitation. Et en fait, cette expérience vécue, par exemple, de sauter sur un pied, eh ben, on va l'intégrer dans peut-être un, un dispositif plus grand. On va être capable de dire qu'on a sauté de cette façon, de dire quelle intention était derrière, qu'est-ce qu'on a voulu peut-être imaginer. Et puis, si l'enfant n'a pas les mots, c'est ça aussi qui est important avec la danse, c'est de lui donner en tout cas cet espace d'expression, d'avoir cette identité. Et on sait combien des enfants, justement dans l'espace qu'offre la danse, en tout cas la danse contemporaine, contrairement à la danse traditionnelle qui a ses avantages, mais qui est extrêmement codée et normée, de donner à des enfants qui peut-être ne brillent pas dans un contexte plus resserré, la possibilité de montrer combien ils ont des choses à dire et combien ils ont des émotions aussi à partager. Mhm. Mélanie, je te renvoie aussi la question par rapport à la connaissance que tu as du dossier. Comment en fait on peut varier ces manières de travailler avec le corps à l'école?
Il y a beaucoup, beaucoup de variations justement dans le dossier. Ça va de toutes petites choses en fait. Si on reprend par exemple l'exemple de la maternelle, c'est vraiment des toutes petites choses. On a une enseignante qui nous explique comment bah, ça passe aussi par comment on va se séparer du corps du parent. Par exemple, en maternelle, comment, alors peut-être que le doudou va avoir un moment un impact, mais voilà, et comment finalement on va construire un autre rapport au corps. En maternelle aussi, il y a toute une fiche outil qui va nous expliquer comment bah, justement travailler les représentations corporelles, la représentation de son propre corps dans l'espace va aussi construire bah, les possibilités le développement de l'élève. Donc après, ça s'arrête évidemment pas en maternelle et on va avoir vraiment une gamme de variations très très importante puisque ça va aller de petits exercices à permettre à l'enfant de faire pour qu'il se sente plus libre, mais aussi pour qu'il conçoive par exemple mieux la droite et la gauche et du coup comment il va pouvoir coder des informations, que ce soit en termes, je dirais, d'apprentissage géographique, comment on fait sur une carte, mais aussi, on a une enseignante qui parle d'un apprentissage sous forme numérique de ce lien avec entre le corps et l'espace, de comment va amener le personnage à se déplacer, par exemple, dans l'espace en termes numériques, enfin, dans l'ordinateur, mais en passant par une pratique corporelle d'abord, parce que sinon, c'est très, très, très abstrait. Donc, on a des choses comme ça. Alors, on parle d'abstraction, mais tout à l'heure, je crois que c'est Sylvain qui parlait de ce planétaire humain. Enfin voilà, qu'y a-t-il de plus abstrait finalement que d'imaginer cet univers qui nous entoure? Parfois, c'est des choses tellement grandes et tellement presque inconcevables que voilà, là, on a des enseignants qui travaillent dans la cour de récréation, hein. On parlait aussi de sortir le corps de la classe, et qui vont alors comment le faire exactement, voilà, qui à partir de dessins, à partir de mouvements des corps entre eux, vont bah, du coup mieux comprendre comment l'univers se déplace. Enfin, je ne sais pas si en termes physiques on dit vraiment se déplace, mais je ne suis pas une spécialiste. Mais voilà, on a vraiment une panoplie de pratiques et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce n'est pas des choses, parce que parfois ce qui fait peur, c'est le côté oui, mais alors pour la classe flexible, il faut que je commande des meubles, il faut que j'ai un budget. Alors oui, c'est possible aussi dans d'autres espaces, au CDI, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de choses qui sont faisables en classe ou à partir de la classe et puis après, on peut aussi se déplacer. On a une enseignante, par exemple, qui raconte tout simplement comment ses élèves UPE2A vont bah, se saisir d'un texte et le comprendre, bah, justement en le jouant, en le mettant encore. Et elle raconte par exemple une scène très très émouvante où ces élèves vont se saisir de comment représenter le deuil de la mère au début de Cendrillon par exemple, comment les corps racontent ça. Et ça me paraît très très fort aussi de permettre ce lien avec les émotions par exemple. Hmm. Merci. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien Ah, répondu. très très bien répondu. Et Jean-Michel Pérez, est-ce que c'est plus compliqué de faire ces démarches finalement, de mettre le corps à cœur du travail et de l'apprentissage dans certains pays que dans d'autres? Il y a des traditions scolaires, ce que vous avez dit. Est-ce que c'est plus facile ici ou ailleurs ou c'est plus difficile? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile ici ou ailleurs, mais on voit il y a ce que j'appelle des îlots de solidarité, des micro-attentions. Nathalie nous en a donné une illustration. Le problème, c'est que
ces phénomènes sont marginaux par rapport au système ordinaire classique. Le système français, c'est un recrutement au professorat au premier degré par une épreuve de mathématiques, par une épreuve de français, un savoir transmettre, un comment transmettre et de la formation sur ça. Point barre. Les questions que l'on évoque aujourd'hui sont nulles et non avenues pour le concours, si ce n'est de manière périphérique. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il existe bien des choses très intéressantes au niveau du corps qui viennent d'être dites, et c'est parfait, mais ce sont des petits îlots, pour l'instant, qui sont finalement isolés, au risque de mettre les agents qui pratiquent de cette manière-là, dans le second degré et dans le premier degré, totalement en désaccord avec leur institution. Et le nombre de contradictions est frappant. Et donc, la question, c'est de se dire quand même que l'on observe que ces îlots de solidarité augmentent. Le fait qu'on puisse en parler aujourd'hui était une chose complètement impensable il y a encore 15 ans, sauf encore plus marginalement. Mais d'un point de vue des structures normatives, et en particulier des interventions à l'INSPE ou à l'université, sont maintenant courantes. En fait, la question qui se pose, c'est comment ces îlots de solidarité vont pouvoir faire norme. Et là, ça s'appelle, c'est un concept de percolation, c'est-à-dire que les physiciens ont montré qu'à un certain moment donné, les choses avancent de manière linéaire, et puis d'un coup, il y a un changement de norme. En Allemagne, le système était très violent, et à un moment donné, le système de normes a fait que, en quelques mois, les gifles ont été interdites, l'aspect corporel a été interdit d'un point de vue social, ce qui n'est pas du tout le cas en France, et surtout a été fortement repris de manière structurelle. Ce qui fait que les systèmes même d'organisation scolaire ont changé. Alors en France, on n'en est pas là. Il y a bien une loi en 2019 qui interdit un rapport de cet ordre-là, mais il n'y a aucune sanction pénale qui vienne traduire ce phénomène. Il faut se donner les moyens de commencer à réfléchir sur le fait de prendre cette dimension corporelle comme un levier d'apprentissage et pas seulement comme un objet à soumettre. Et c'est de cette pensée-là que va s'organiser dans les faits eh bien, un changement dans les structures, qui me semble bien plus proche que ce que l'on croit. Merci. Alors, sans transition, vous savez que dans les cahiers pédagogiques, pas seulement dans ce numéro, mais dans tous, nous avons des merveilleux dessins. On a un dessinateur qui est sur le coup à chaque fois pour représenter des idées complexes. Et parfois, on peut dire que certaines caricatures ou certains dessins représentent bien mieux la complexité de ce qu'on veut expliquer. Alors, on va vous poster une image, la première image à ça. Voilà, on vous laisse la découvrir et réagir. C'est c'est encore une fois un indice que enfin, la discipline rigoriste, les mathématiques sont, enfin, c'est un peu la caricature de l'élève qui est tout mou par rapport à ce cadre qui est vraiment rigoureux. Et cette opposition, en fait, moi, ça me fait penser que le corps n'a pas sa place et que l'adolescent en train de grandir ne, ne peut pas, ne peut pas être déséquilibré comme ça arrive. Alors, si je peux rebondir, Oui. moi, ce que j'aime dans ce dessin, c'est que, alors, on voit qu'effectivement, l'élève a l'air de trouver ça franchement, franchement pénible. Et donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on va engager les corps dans les apprentissages qu'on va avoir miraculeusement des élèves mobilisés pour faire le lien avec le numéro suivant des cahiers pédagogiques. Néanmoins, là, ce qu'on voit, c'est un enseignant qui essaye de faire place au corps pour travailler sur des choses qui peuvent parfois paraître abstraites et qui, en fait, peuvent être aussi très concrètes. Donc là, il y a cette idée du concept de courbe et il prend son élève Théo, qui effectivement est tout courbé dans son dos et il semble montrer, pardon, cette courbe dans son dos. Donc, il y a aussi cette idée que on va pouvoir prendre des choses du quotidien que l'on connaît, éprouver dans son corps, ben, qu'est-ce que ça veut dire être courbé, qu'est-ce que ça veut dire être droit, comment je me sens à l'intérieur, et
Alors, je ne pense pas qu'une droite, ça représente ça en mathématiques, mais peut-être que de l'éprouver dans son corps, déjà pour certains élèves qui ont des difficultés à abstraire, ça peut être intéressant. Et aussi, euh, après, pour des concepts plus compliqués en mathématiques, moi, je sais que j'ai travaillé, par exemple, avec des enseignants de mathématiques qui me disaient que l'histoire, alors pareil, hein, je suis pas mathématicienne, mais l'histoire des vecteurs, par exemple, des translations dans la page, c'est quelque chose d'assez compliqué au collège, par exemple. Ça arrive en plus en quatrième, au moment où on commence à passer à l'abstraction. Et le fait de se dire, bah regardez, on prend des cases par terre, souvent on a du linoléum avec des cases dans les classes, et on va se déplacer comme ça. Et qu'est-ce que ça crée comme vecteur? Eh ben, c'est des petites choses de mathématiques, mais qui peuvent être travaillées sous cette forme corporelle. Donc, et qui peuvent permettre aux élèves de mieux comprendre après. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a fait un déplacement de trois cases, l'élève a bien compris ce que c'est qu'un vecteur et une translation. Il y a ensuite, bien sûr, des transpositions, des transferts à faire, de la verbalisation, etc. Mais pour certains, ça peut vraiment débloquer des choses. Et là, je vois que Théo n'est peut-être pas prêt, mais que son professeur, en tout cas, essaye de l'engager, d'engager sa classe à faire des observations pratiques, physiques, réelles, etc. Oui, alors là, on voit bien. Dans l'image, l'élève Théo est réduit, là, on pourrait dire, à une forme d'objet à l'usage de son professeur. Son corps est instrumenté, hein, pour démontrer un concept mathématique. Ça apparaît comme du sarcasme, ça devrait nous alerter d'une certaine manière, hein. Le corps est utilisé, oui, mais pour montrer à d'autres élèves. Il n'est pas utilisé par l'élève lui-même. L'angle dont je parlais tout de suite ne fait pas un objet par son processeur de cette question. Donc voilà comment une illustration qui montre une microviolence, qui montre comment l'école impose, souvent inconsciemment, un contrôle rigide du corps, parce que l'élève est limité dans son expression d'utiliser son corps et son propre dos pour travailler cette question-là. Il n'y a pas en mise en œuvre de ce travail-là. Donc c'est une question vive qui demande à être réfléchie dans ces tensions, là, avec ce corps asservi montré par Théo qui accepte cet assujettissement de l'institution, hein, également, parce qu'il en est d'une certaine manière contraint. On va voilà, projeter le deuxième dessin de numéro. Alors, Nathalie, Alors moi, ce dessin, il m'interpelle dans le sens où il interroge sur la façon d'exister dans la classe avec son corps, comment on habite l'espace et comment on trouve sa place dans le collectif. Mais ce qui m'interpelle particulièrement, c'est arrête de gigoter sur ta chaise. Et là, je crois qu'on est au cœur un peu de ce que aussi Jean-Michel évoque, cette forme scolaire qui est complètement à réinterroger et à questionner. En maternelle aussi, on tend de plus en plus à dresser le corps, voire à le discipliner, et pour que l'enfant entre dans son métier d'élève avec tout ce que ça implique. Et donc, l'année dernière, j'étais conseillère pédagogique uniquement dédiée à la maternelle et je suivais un projet qui s'appelle Cap Maternelle, qui est développé à Paris, qui vise justement sur 10 écoles pilotes à réinterroger les pratiques et notamment la place du corps. Et notre mantra, c'était justement de comment on peut, dans les classes de maternelle, encore enlever des tables, qui n'est pas forcément une table associée à un élève, travailler le plan, développer les plans verticaux, enlever les bancs du regroupement au profit qui quadrillent la classe au profit d'ellipses, de aussi d'arrêter par exemple aussi les passages aux toilettes tous ensemble collectifs ou respecter aussi le sommeil, vraiment les besoins physiologiques de l'enfant avec une sieste à la carte. Autant vous dire que c'est un chantier ambitieux parce que c'est toute une culture à déconstruire. Donc voilà, c'est un peu ce que m'a inspiré ce dessin. Oui, oui, je vais dans le même sens que ce que Nathalie a expliqué là, c'est-à-dire que ça renvoie quand même une conception de la place du corps dans la classe
qui reste difficile pour concilier l'articulation entre le processus enseigné et le processus apprendre. Euh, pour moi, c'est l'exact contraire de ce qui a été beaucoup travaillé dans le champ de l'éducation nouvelle, hein. Euh, Deux contre-exemples là qui me viennent à l'esprit par rapport à cette image. Le premier, celui de la boîte aux lettres, introduit une technique éducative introduite par Janusz Korczak, un pédagogue médecin polonais. La boîte aux lettres, c'est lorsque des élèves sont sur le point de se taper dessus. Il leur a dit, ben, je ne vous interdis pas de vous taper dessus, mais avant, je vous demande de prendre rendez-vous en vous écrivant, en vous donnant rendez-vous via la boîte aux lettres. Et donc, c'est à l'initiative des élèves, ils disposent d'une alternative, justement, pour pouvoir essayer de résoudre de manière non violente par l'action de surseoir. Philippe Méry parle beaucoup de ça, l'action de surseoir, un geste violent par l'utilisation de cette technique de la boîte aux lettres. Et puis, ça me fait penser aussi en contre-exemple, hein, cette image, à une autre pratique que j'ai découverte dans un ouvrage pas trop connu là, d'Alexander Neal. C'est le pédagogue anglais là, qui était à l'origine de l'école de Summerhill, une école basée sur des pédagogies libertaires. Et dans un petit ouvrage qui s'appelle Journal de bord d'un petit instituteur de campagne, il expliquait que dans ses premières expériences d'enseignement, avant l'école de Summerhill, il était tombé dans une école où il y avait énormément de disputes et de bagarres physiques. Et pour éviter que les enfants avec qui il était continuent à se faire mal, il les avait autorisés à se battre, mais avec la condition qu'ils prennent des gants de boxe pour se taper dessus. Et donc, on voit bien que euh, la différence de conception dans l'éducation nouvelle sur la place du corps et celle que l'on voit dans des images telles que celle-là ou que l'on rencontre dans un certain nombre d'établissements scolaires autour des habitudes de la forme scolaire, la différence radicale entre les deux, c'est l'initiative des élèves. Sur l'image précédente, là, avec l'histoire du prof de maths, là, je suis d'accord avec Jean-Michel quand il dit que c'est un exemple de micro-violence, parce que cet élève, il sert d'objet et on voit bien à sa tête qu'il se sent dévalorisé de la situation. Ça serait complètement différent si un élève se propose pour venir devant la classe et de montrer avec son dos ce que pourrait être une représentation d'une courbe. Et donc la place du corps en pédagogie, nécessiterait comme condition de précaution pédagogique et déontologique l'initiative de l'élève et pas le fait que les adultes se servent du corps des enfants comme des prétextes pour mieux enseigner. Merci. Alors, nous arrivons tranquillement vers la fin du webinaire, mais avant de se quitter, on a encore à se dire des choses, surtout pour les enseignants et les enseignantes ou les formateurs qui ne sont peut-être pas encore acquis à la cause, quelque part de mettre le corps à l'ouvrage, hein, dans les pratiques scolaires, donc apprendre par le corps, hein. Il y avait ce jeu de mots apprendre par cœur ou apprendre par le corps. Comment on peut en fait, quels seraient en fait les premiers pas qu'il faudrait faire, les réseaux qu'il faut développer, l'intervision entre collègues, les stages de classe. Comment en fait aborder ces questions, parce que vous avez aussi dit que pour les enseignants, la peur qu'il y ait peut-être du chahut, qu'il y ait du désordre scolaire dans la classe. Enfin, il y avait des choses qui, quelque part, nous bloquaient. On pourrait se dire, c'est une bonne idée, mais pas cette année, pas pour moi, pas pour ces élèves. Comment on pourrait, en fait, par où commencer? Moi, je veux bien répondre. Moi, je pense que la classe doit rester un lieu d'invention pédagogique, mais pour ça, il faut aussi, évidemment, c'est le point de vue de la formatrice, pouvoir impulser ce lâcher-prise que demande effectivement cette bascule de la norme. En fait,
moi qui visite beaucoup de jeunes enseignants, il y a une terrible angoisse d'être pris en flagrant délit, de ne pas savoir gérer sa classe. Sauf que de donner ses respirations avec le corps, par exemple, d'avoir des rituels, des transitions où on met le corps en avant, c'est ça un peu le secret justement de la gestion de classe. Donc, je crois qu'il faut s'autoriser, en fait, donner aux enseignants cette idée que, mais oui, le corps a sa place, même si, et avantageusement, pas le chahut, mais la liberté, l'espace, la respiration que ça offre, ça reste quelque chose de précieux. Avant de donner la parole à Mélanie sur cet enjeu, à ça, est-ce que tu as des questions du chat? Alors, il y a une participante qui remercie pour le carnet de danse en disant que c'était concret. Et il y a un ou une participante qui demande est-ce que vous ne pensez pas que la psychomotricité devrait être mise dans les programmes de cycle 1? Alors, qu'est-ce qu'on appelle, parce que agir et s'exprimer avec le corps, c'est un grand domaine de la, de la maternelle, et apprendre avec le corps, c'est aussi une des modalités d'apprentissage qui est dans le préambulaire. Je voulais dire aussi, je pense que la psychomotricité, alors bon, je vais dire encore que je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'elle est présente justement d'une certaine manière dans les programmes de maternelle et peut-être plus dans les programmes de maternelle que dans la suite de la scolarité ou le fait de justement découper les programmes en disciplines, malgré le socle commun bien sûr, ben, joue en défaveur de la place du corps. Et par où commencer pour les Alors, enseignants qui voudraient, voilà, le faire? moi, c'était pour rebondir un peu sur ce que Nathalie disait, c'est-à-dire que pour qu'il y ait possibilité d'inventivité dans la classe et de, voilà, il faut que les enseignants déjà se sentent autorisés à le faire, autorisés notamment par les institutions, mais aussi finalement par la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Et pour ça, ben, moi, je crois en la formation, hein. C'est pour ça que je suis formatrice. Et donc, il y a des stages pour ça. Il y a aussi la formation initiale. Il y a quelques articles dans les dossiers qui parlent justement de cette expérience du corps par les stagiaires des profs, enfin les profs stagiaires eux-mêmes, pour ensuite s'autoriser à donner une place au corps de leurs élèves en classe. Et je crois beaucoup à cette expérimentation par les enseignants eux-mêmes de la place du corps. Ça, je pense que c'est donc se donner des espaces voilà, de formation initiale ou continue où on va pouvoir donner place au corps, ça me semble important. Et au final, à un moment, il va falloir, comme les élèves, hein, quand on est face à un apprentissage un petit peu difficile, eh ben, oser sauter le pas. Et ça va pas toujours être facile, va y avoir des ratages. Va y avoir aussi des moments où bah, ça va pas forcément toujours bien se passer comme on voulait. Et là, je crois que la place de l'accompagnement, notamment par des intervenants, quand on est dans des disciplines artistiques, hein, les partenariats, vont beaucoup aider les enseignants. Donc, pensez à vous tourner vers les DAC, hein, les directions académiques artistiques et culturelles, pour l'enseignement artistique et culturel. Je crois que, ils ont beaucoup de choses à nous apporter, tous ces praticiens. Et après, on apprend à leur contact aussi. Mhm. Ce que je vois aussi dans le chat, hein, mais que vous suivez peut-être sans doute tous dans l'Assemblée, c'est que on peut faire des liens aussi avec tout ce qui se fait comme pratique aujourd'hui, l'école d'or, l'école en forêt et d'autres. Donc, les collègues comme Jean-Michel Zakhartchouk et d'autres nous proposent aussi de lire d'autres numéros des cahiers pédagogiques où ces questions ont été amplement développé et où on trouve énormément de pratiques de classe de manière finalement par commencer par des petits bouts, pas d'une manière totale, mais pour en fait expérimenter avec les élèves et observer les élèves, apprendre dans différentes organisations et environnements scolaires.
Et Jean-Michel, Avec un grand plaisir, merci. Oui, la première chose, il faut être très, très vigilant. Premier conseil, très vigilant. Le silence qui est issu des pratiques religieuses en France est remplacé par le maître instituteur de la République qui représente l'État et qui, en gros, ce sont les pratiques de silence qui sont les mieux récompensées à l'heure de l'école laïque. Donc, prudence sur l'usage du corps. Un, donc, suspension. Suspension, mais ne pas vivre sous le joug des Romains en étant chrétien, mais en sachant que c'est pas la vraie loi, tout en faisant la vraie loi, pour reprendre Agamben. Deuxième idée, ne pas rester isolé, moins. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui se font. Il y a de plus en plus ces îlots qui se font. Donc, rejoignez ces îlots. Ça peut être ce qui a été évoqué, ça peut être des formations plus longues, il y a plein de moyens. Et la troisième idée plus pragmatique finalement, c'est se faire confiance, c'est très compliqué quand on a été éduqué au système français, c'est-à-dire à la théo, hein. Et essayer de se rendre disponible à ce que l'on aime et faire vivre ce que l'on aime à travers les disciplines. Voilà, et c'est compliqué. Voilà, donc rien de simple, je suis désolé. mais on ne s'était pas dit que ça allait être simple, mais on s'était dit qu'on allait en parler un peu ce soir. Mais c'est possible. Ça, c'est sûr. Donc, on a commencé la discussion. Nous vous invitons donc fortement à lire le dossier, à découvrir nos collègues enseignants qui écrivent amplement vraiment dans ce dossier. Et maintenant, un mot pour la fin. Osez, ne vous bridez pas finalement vous-même. En plus, vous verrez que il y a beaucoup de plaisir à en tirer soi-même. Quand on développe un autre rapport au corps, on développe un autre rapport aux élèves. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre que ben, on va avoir d'autres expériences de classe et qu'on va en tirer beaucoup de bonheur pédagogique, je dirais, quelque chose comme ça. Donc voilà, je dirais essentiellement ça. Merci. Nathalie? Alors moi, comme Mélanie, je pense qu'il faut se lancer, penser sa classe aussi comme un laboratoire, mais au sens noble du terme. Et puis se dire que cette place du corps, c'est aussi un vecteur d'égalité. C'est profondément politique aussi de réinstaurer la place du corps à l'école. Et j'encourage effectivement tout le monde à se lancer en dansant, évidemment, puisque c'est ce dont j'étais l'ambassadrice ce soir. D'accord. Sylvain? Oui, je vais lire un message là qui rebondit sur quelque chose qui avait été évoqué tout à l'heure dans le chat là, de Laurent Bélanguez là, sur la psychomotricité. Il explique que ce serait lié corps et esprit. Elle jouerait, la psychomotricité, un rôle crucial dans le développement de l'enfant à l'école, en permettant d'intégrer motricité, cognition et affectivité. Elle aide à la régulation émotionnelle et sociale. Le corps devient aussi un vecteur d'apprentissage, essentiel pour l'épanouissement global de l'enfant. Et donc, Laurent termine en disant, c'est tout ce dont vous avez parlé ce soir. Bravo et merci. Merci. Et Jean-Michel? Ah, c'est compliqué. C'est bien ce que vous avez dit. Non, il faut repenser l'école comme ce lieu vivant où l'on est, où l'on vit. Où il faut que chacun puisse y trouver une place. Et donc, pour faire vivre cette école, c'est-à-dire il faut simplement continuer à la faire vivre de la place où on est. Voilà, et ça c'est pas trop mal, mais vous l'avez dit mieux que moi, donc ça va. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous les intervenants de ce soir et merci beaucoup aussi à Assa d'avoir géré le chat et avec les nouvelles, voilà, avec toutes les interventions des participants et les propositions de lecture, hein. Donc, vous avez vu que Assa nous donne à voir la richesse du dossier et on n'a plus qu'à le lire et à le découvrir ensemble. Donc, il est temps maintenant de clore ce webinaire. Je remercie énormément nos intervenants et aussi les participants, l'auditoire que nous avons eu riche et qui nous a aussi posé des questions. Je vous rappelle aussi que il y a dans le cahier, il y a une bibliographie, il y a des ressources, on a parlé aussi des fiches. Donc, il y a tout ça à découvrir dans le cahier Apprendre par le corps.
Nous avons notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez découvrir les webinaires, plus d'une trentaine, donc on commence un petit peu à s'exercer à ce métier-là. Donc il y a de quoi échanger dans notre association. Et évidemment, c'est le travail pas d'une seule personne parce que là, je distribue la parole, mais derrière moi et avec moi, on voit bien qu'il y a une dizaine de collègues qui font les petites mains dans tous les sens et moi aussi par tournus. Donc, on fait tous ce travail-là, des personnes qui sont militantes et quelques salariés, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. Mais votre soutien est fondamental pour les cahiers pédagogiques. Donc, faites-nous connaître, allez acheter les cahiers, abonnez-vous, venez au CRAP, écrivez. C'est très, très sympathique d'écrire avec des collègues autour de ces questions. Et dans le processus d'écriture collective, on apprend énormément sur écrire son métier, écrire sur sa profession, mieux la faire connaître, mieux la valoriser. Et pour le mot pour la fin, c'est le prochain webinaire aura lieu bah, prochainement et il sera consacré, d'ailleurs, comme tu l'as dit, Mélanie, avant, voilà, tu as dit le thème mobiliser. On veut que les élèves soient mobilisés, on veut que les jeunes soient mobilisés, on veut que les formés soient mobilisés. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment. Alors, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et à une prochaine.